Il y a quelques jours, j'ai évoqué la culpabilité du survivant à propos de situations comme les catastrophes naturelles ou le décès de proches. Il y a un autre champ de la pathologie où cette culpabilité trouve à se manifester alors même que la mort du proche ne s'est pas déroulée pendant la vie du sujet vivant. Alors certains d'entre vous, fervents comme moi de Nicolas Abraham et Maria Torok, penseront peut-être à un trauma d'origine transgénérationnelle. Et effectivement, ce pourrait être le cas. Les travaux de ces deux analystes sont très riches d'enseignements cliniques. Toutefois, c'est encore d'un autre type de trauma dont je veux vous entretenir aujourd'hui. Voici un jeune homme d'une trentaine d'années qui vient consulter parce qu'il procrastine. Bon, vous noterez une fois de plus que dès qu'un magazine de vulgarisation commence à baptiser un nouveau comportement et à le désigner comme source de souffrance, eh bien les cabinets de thérapie accueillent aussitôt nombre de patients qui se reconnaissent dans ce comportement et qui déduisent naturellement que si un journal de psycho l'évoque, c'est que ce comportement doit être soignable. Bon, voici donc ce jeune homme disant souffrir de procrastination. À l'écoute de ses propos, on se rend compte très vite que sa vie est à l'arrêt dans presque tous les domaines, à savoir pas d'activité professionnelle, pas de vie sentimentale, pas de sexualité, sinon auto-érotique, rejet total de tout ce qui concerne les démarches administratives. Qu'est-ce qui demeure vivant chez ce patient? Enfin, vivant, si on peut dire. Le cannabis, à dose respectable, les jeux vidéo, la nuit, toujours et jusqu'à des heures très matinales, des alcoolisations ponctuelles entre copains et des visites régulières sur des sites pornographiques. À l'évidence, ce que le patient nomme procrastination cache une profonde dépression. Ce qui nous intéresse dans ce cas et qu'il m'a été donné de rencontrer chez plusieurs patients presque à l'identique, c'est l'histoire racontée au fil des mois et tout au long de ces années d'analyse. Une histoire qui positionne dans la chronologie familiale la naissance de deux filles à 2 années d'intervalle, puis d'un garçon 3 ans plus tard, réalisant ainsi le vœu des parents d'avoir 3 enfants. Or, voilà que, à l'âge de 18 mois, le jeune garçon décède d'un accident de noyade. Le drame plonge évidemment les parents dans une grande détresse. Toutefois, quelques mois plus tard, ne parvenant pas à accepter l'inacceptable, les parents décident d'avoir un autre enfant. Et ce sera à nouveau un garçon qui naîtra 1 an après le drame. Vous voyez, en organisant toutes les pièces recueillies au cours des 5 années d'analyse dans la parole du patient, et en gardant toujours évidemment en mémoire combien nos souvenirs sont soumis à un permanent remodelage, eh bien il est apparu la chose suivante. Le récit familial délivré au patient, tant par chacun des 2 parents que par ses 2 sœurs, la joie des parents teintée de la douleur due à la dépression de la mère, la façon dont le petit garçon a été l'objet d'une attention, d'une protection, d'une permissivité exagérée comparativement à ses 2 sœurs, le vécu d'un Oedipe dénué de cadre, tout cet ensemble de choses a conduit le patient à traduire son histoire familiale et à se persuader de la construction suivante. Je suis vivant parce que
mon petit frère est mort. Déjà, vous noterez que le patient, tout au long de son analyse, évoque son petit frère, alors qu'il eût dû être lui-même le petit frère du frère décédé. Cette confusion des places dans la fratrie, alliée à une culture, disons-le, de la mort, qui voyait la famille évoquer le jeune défunt à chaque date anniversaire de sa naissance et de sa mort. Eh bien voilà ce qui a ancré chez le patient l'idée que tout ce qui demeurait en suspens signifiait la vie, alors que tout ce qui signifiait le mouvement, le progrès, l'avancée, voire la terminaison d'une tâche, signifiait la mort. Demeurer en vie, exister tout simplement, avoir un ressenti même minime d'être en vie, dépendait donc de l'absence de mouvement, manifestée par cette procrastination qui, à travers le fait de repousser toute chose à plus tard, donnait ainsi au patient l'illusion de repousser le moment de la mort.